Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. 460 km et 32 000 mètres. 500 km et 20 000 mètres. 360 km et 25 000 mètres. 4,5 tours sur la Barkley Marathons. Voilà le genre d'épreuve que mon invité apprécie. Celle qui dure, celle où les jours et les nuits s'enchaînent avec le moins de sommeil possible. Celle où les cuisses s'embrasent et où le mental doit prendre le dessus sur le physique. Depuis 2018, Sébastien Réchon s'est spécialisé et excelle dans les formats de course XXL, entre l'échappée belle, puis le Tour des Géants, le Tour des Glaciers, la Cursa di Ciclopi ou encore récemment la fameuse Barkley Marathons. Également pratiquant de raid aventure depuis de nombreuses années, ces épreuves en équipe et par étapes qui peuvent durer plusieurs jours, les performances de Sébastien sont impressionnantes. Mais faut-il s'entraîner de manière déraisonnable pour ces formats qui le sont ? Faut-il pousser l'organisme dans des zones extrêmes pour relever ces défis ? Ou peut-on réussir ces derniers en restant raisonnable et avec un entraînement entre guillemets normal ? Avec Sébastien, nous allons tenter de répondre à ces questions à travers, entre autres, sa récente performance et préparation sur la Barkley 2024. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Gargantua. Salut Seb, comment ça va ? Eh ben super, voilà, très bien. 15 jours après la Barkley, en pleine forme. Tu me reçois chez toi pour qu'on enregistre, donc déjà je te remercie beaucoup, puisque c'est quand même chez toi, donc merci beaucoup. Et on a trouvé le temps d'avoir un petit enregistrement entre deux cours de PS dans la semaine, où on va essayer de discuter et de comprendre comment toi tu t'entraînes pour ces formats que maintenant tu commences à bien connaître, qui sont les formats, on va appeler ça des formats XXL, si ça te va ? Oh bah oui, c'est sûr que c'est des longs formats et je vais peut-être vous surprendre. Vous allez peut-être être déçus de voir un peu comment je m'entraîne, mais ça va être intéressant. Avant qu'on commence, je te propose de faire une présentation qu'on va appeler généraliste en dehors du sport. Est-ce que tu peux présenter aux gens qui est Sébastien Réchon sans parler trop de sport pour l'instant ? Avec plaisir. Donc je suis célibataire actuellement. J'ai 3 enfants, 3 merveilleux enfants de 13, 21 et 24 ans. Voilà, je suis professeur de PS depuis 1994, donc ça commence à dater. Je travaille dans un collège à côté de Morières-les-Avignon. Et ma foi, à part le sport, il y a plein de choses qui m'intéressent. Le cinéma, la politique, la nature, voilà. C'était la question suivante, j'allais te demander, est-ce que tu as une passion, un truc qui te vient en tête, à part le sport là ? Si tu as une autre passion à côté, c'est quoi ? Depuis tout petit, mon père était un militant assez investi. Et c'est vrai que depuis tout petit, la politique, l'actualité m'intéresse énormément. J'ai pas trop le temps, je me suis jamais engagé personnellement dans un parti ou autre, mais c'est vrai que j'adore, j'aime bien les débats, j'aime les sujets un peu divers et variés, de politique générale, de politique étrangère, etc. Donc voilà, je dirais plutôt ça. Il y a 2 secondes, tu as dit que tu étais prof de PS, donc c'est-à-dire que tu as fait le parcours un peu classique, STAPS, puis affecté à un collège. Généralement, il y a les affectations, ça veut dire que tu es de la région d'Avignon de base ou tu es d'ailleurs ? Alors moi, mes parents sont jurassiens, donc j'ai envie de dire que j'ai des origines jurassiennes. Après, j'ai vécu 30 ans en région parisienne parce que mon père travaillait sur Versailles, donc j'étais dans les Yvelines jusqu'à quasiment 28-29 ans. J'ai fait mes études à Orsay, donc en Essonne. Et j'ai eu une mutation, j'ai commencé à travailler à Trappes, en banlieue parisienne. C'était hyper intéressant, passionnant. Et après 5 années à Trappes, j'ai eu une mutation dans le Vaucluse parce que j'avais envie de changer de cadre, de changer de météo et d'explorer les sports outdoor parce que moi, j'étais sur des pistes d'athlétisme pendant 15 ans, quoi. 20 ans même, quasi. Ouais, c'est sûr que la météo d'Avignon, c'est pas forcément la même que celle de la région parisienne. Ouais, c'est clair, j'avais envie de soleil. Il y a généralement 3 questions que je pose aux invités pour terminer ce profil non sportif. Je te propose de répondre le plus spontanément possible. Ta réponse, elle peut changer peut-être dans une semaine, dans un mois, mais c'est là, à l'instant T, qu'est-ce qui te vient en tête ? La première, c'est qu'est-ce que c'est ton film préféré ? Ah, mon film préféré écoute, j'en ai 2 qui me viennent en tête. C'est Django de Quentin Tarantino. Moi, j'adore l'univers de Quentin Tarantino, ses personnages, ses dialogues incroyables. Et quand on parle de dialogue, c'est tous les Bakri, Jaoui aussi, et un air de famille. Donc je t'en mettrai 2, un air de famille de Jaoui et Bakri et Django. Ok, c'est ok pour cette fois, pour deux réponses. Quel est ton livre préféré ? Bon, allez, le livre que j'ai avalé le plus rapidement, on va dire que c'est Latitude Zéro de Mike Horn. Voilà, bon, c'est
C'est très romancé, j'ai l'impression en tout cas, parce que je me dis, quand je le lis, je me dis, mais c'est pas possible tout ce qui lui est arrivé, mais en même temps, bon, c'est assez impressionnant. Et la dernière du genre, quel est ton artiste ou ta musique préférée? Ah, bah écoute, moi, là, il y a une chanson qui me vient, c'est Miss Sarajevo de U2 et de Pavarotti. C'est une chanson qui m'émeut à chaque fois, qui me fait verser une larme quasiment, quoi. Et voilà, moi, je suis plutôt reggae, mais si on parle d'une chanson particulière, c'est Miss Sarajevo. Question que j'avais pas prévue, mais est-ce que tu es musique à l'effort ou effort sans musique? Eh ben, ça dépend. Et dans mes aventures au long cours, il y a des moments où j'ai juste envie d'écouter les oiseaux et le vent. Et puis, il y a des moments, souvent quand je m'endors un peu, ou si j'ai le droit à mon téléphone, là, dans ces cas-là, je me mets un peu de musique, ouais, si j'ai de la batterie et si j'ai le droit. Voilà. Bah merci pour cette petite introduction. J'ai repris ma fiche parce qu'on va passer à la partie sportive et j'ai obligé d'avoir ma fiche parce que tu as quand même un parcours sportif qui commence à être long. Donc il a fallu que je prenne quelques notes. C'est l'âge. C'est l'avancée en âge, on dirait pas comme ça, mais tu avances doucement. Dans ce que j'ai noté, tu corrigeras peut-être ce que j'ai écrit. Mais pour l'instant, tu as 2 sponsors. Altore, j'espère que... Altor, ok, qui est une marque de textile italienne, si je dis pas de bêtises. Corse, excuse-moi. Donc, une marque de textile corse était également suivie par Natural Origins, qui est une marque de nutrition, qui n'est pas très vieille, mais qui commence à apparaître. On a vu 2-3 sportifs un peu connus passer chez eux. Tu as un passé d'orienteur et de raid aventure, un peu comme Adrien Séguré, que j'ai interviewé il y a quelques temps, et on aura le temps d'en reparler de ce passé raid aventure dans la suite de l'épisode. Moi, j'ai noté une première course en 2010, un petit 41 km pour t'échauffer. Après, tu as fait quelques courses de entre 50 et 100 km pendant quelques années. 2018-2019, tu craques. Tu pars sur le premier Tour des Géants, 360 km et 25 000 mètres, dont tu finis pour le premier 10e. Ensuite, j'ai noté quelques résultats notables, à savoir 2e sur l'échappée belle intégrale en 2018, qui est 140 km et 10 000 mètres, et on connaît la difficulté et la technicité de cette course, elle est réputée pour ça. Par contre, elle t'a résisté en 2020, et depuis, je crois que tu n'as pas repris le départ. Si, tu te trompes, j'ai fait le duodécime. Ils avaient fait une Formula 2 et c'était une édition compliquée au niveau de la météo, mais on avait fait ça avec Sandrine Béranger, ma coéquipière fidèle qui habite Grenoble, et on avait terminé juste derrière François Daen, voilà. Ah, donc il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Et bah tu vois, celle-là, elle n'est pas dans ton résultat ITRA. Ils l'ont pas mis. Non, parce qu'elle n'était pas officiellement chronométrée. Tu as également fait premier sur le Tour des Glaciers 2022, qui a un 456 km et 32 000. Tu avais mis 123 heures 57 minutes, qui était le nouveau record de la course. Et tu es revenu sur le Tour des Glaciers en 2023. Tu as regagné la course et tu as descendu le record à 114 heures et 29 minutes, qui fait un delta de quasiment 10 heures, en fait. Tu as également fait 2e sur la Corsa di Ciclopi, qui a un 511 km et 21 000 mètres, et c'est assez rigolo, puisqu'en français, Corsa di Ciclopi, ça veut dire la malédiction des cyclopes. Ça donne un peu l'ambiance, en 91 heures 33 minutes, et également, on va en revenir dessus plus particulièrement dans cet épisode, mais tu as fait premier finisher de la Chartreuse Terminorum, une sorte de version française de la Barclay. Ça, c'était en 2023. Une des choses que tu avais dit en la terminant, c'est que finalement, s'il y avait les bonnes conditions, elle n'était pas si compliquée, cette course dans le Terminorum. Donc, j'espère qu'on aura le temps d'en rediscuter. Et cette année, alors, c'est peut-être pas si fun pour toi, mais tu es finisher au final officiellement de la Fun Run, de la Barclay 2024. Pour l'instant, tu es uniquement sur une Fun Run, c'est bien ça? Et oui, j'ai bouclé 4 tours, mais la Fun Run, c'est 3 tours. Et j'ai pas fini le 5e, ouais. Donc pour l'instant, malheureusement, Laz t'a uniquement attribué le statut de finisher de la Fun Run. On va en rediscuter par la suite. Est-ce que déjà, tu penses que j'ai oublié quelque chose d'important dans ton parcours, quelque chose que toi, tu voudrais rajouter? Eh bien oui, toutes les années de raid aventure que je fais, parce que c'est quand même mon ADN, le raid aventure, et je continue à en faire. Donc c'est vrai que j'ai démarré dans les années 2000, début des années 2000, le raid, sur des raids à la journée, tu vois, sur 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, des raids à étapes. Et en 2009, je suis passé sur des formats longue distance de plusieurs jours. Et c'est ce qui m'a un peu, entre guillemets, formaté, tu vois. Et on est parti avec mon association 4 centimes et des amis. On a parcouru le monde et on est, en toute modestie, on est la première équipe française sur le circuit mondial depuis plusieurs années. Et on continue, voilà. Et on continue sur des raids de 3 à 7 jours. Et avec des belles victoires et des belles expériences. Du coup, ça rejoint un peu la question que j'allais te poser par la suite. C'est toi, en fait, comment t'es arrivé? Alors, je peux pas dire au trail, parce que j'ai l'impression que t'as pas un profil trail, t'as un profil outdoor de manière générale. Tu touches à plein de sports outdoor. Comment est-ce que toi, t'es arrivé au sport outdoor, donc au raid aventure et au trail? C'est quoi ton passé sportif? Sébastien, enfant, qu'est-ce qu'il faisait?
Et comment t'as transitionné? Bah écoute, moi, gamin, je faisais du foot, du judo, et puis arrivé au collège, des profs de PS m'ont fait découvrir l'athlétisme. Et en fait, j'ai plongé dedans, donc j'ai passé toutes mes années collège et lycée et STAPS sur une piste de 400 en fait. Et à l'époque, c'est rigolo parce que je faisais du 110 mètres haies, après je suis monté sur 400 mètres haies. Et voilà, ça a été mon quotidien quasiment parce qu'en athlé, on s'entraîne quasiment tous les jours pour gagner quelques dixièmes. C'est assez étonnant d'ailleurs, des fois quand tu te retournes, tu te dis mais je m'entraînais 10-15 heures par semaine pour gagner un dixième sur 110 mètres haies, mais waouh quoi. Et voilà, donc ça a été ça. Il se trouve que un jour aux interclubs, il manquait un marcheur. Alors l'interclub, en athlé, c'est la compète par équipe, par excellence, qui a lieu tous les ans, où tu dois avoir deux coureurs par discipline. Donc il faut 2 personnes sur le 5000 marches. Et ce jour-là, il n'y avait personne. Et moi, j'étais blessé, j'avais une pubalgie. Ils m'ont dit, bah tiens, tu veux pas faire le 5000 marches? Bon, ça a été un peu une révélation. Il se trouve que je marche super bien. Peut-être pas aussi bien que Johan Diniz, tu vois, mais j'ai une bonne technique naturelle. Du coup, j'ai fait un peu de marche. Mais bon, l'entraînement m'a pas excité, c'était pas très très rigolo quoi. Voilà. Et ouais, sur le coup, j'étais en parallèle entraîneur aussi parce que j'aimais beaucoup aussi entraîner. Du coup, j'avais un groupe de jeunes, de cadets, de juniors. Donc j'entraînais les jeunes. Je passais ma vie sur le stade quoi. Et puis j'avais commencé ma vie de famille. J'avais déjà Mia, ma grande qui était née. Et à un moment donné, je me suis dit bon, c'est pas possible, tu vas pas passer toute ta vie autour d'un stade sur une piste de 400 quoi. Et il y a un copain qui m'a emmené faire un raid sur Dijon. C'était une découverte, tu vois. J'avais à peine fait du VTT, en fait. Et puis, ça m'a plu. Et je me suis dit, tiens, allez, on change de région et puis on passe dans les sports outdoor. Donc, le déclic, voilà, c'est en 2001, je suis arrivé sur Avignon. Et le Vaucluse, c'est juste, pour ceux qui connaissent pas, c'est extraordinaire pour les sports outdoor. Enfin, il n'y a pas que le Ventoux, tu vois. Il y a les dentelles, il y a les monts du Vaucluse, il y a le Luberon, il y a des sentiers extraordinaires, des gorges magnifiques. Et pour le VTT, le trail, la course d'orientation, même le kayak, on a la Sorgue, ça peut être aussi sympa. C'est assez fun quand il y a beaucoup d'eau, tu vois. Donc voilà. Donc j'ai plongé dans le outdoor de façon globale. Et c'est vrai que le trail, j'y suis venu par petites touches. Je suis allé faire le trail du Ventoux, comme tu le disais, une première fois, 2 fois, 3 fois, puis... Mais après, ça a d'abord été le raid aventure qui m'a passionné, ouais. Et en fait, j'ai le sentiment que tu as, au final, appris la course d'orientation, je ne vais pas dire sur le tard, mais presque, alors que des fois, on a l'impression que c'est des compétences qui sont quand même compliquées à développer. Et en fait, pas spécialement. Tu as dit en 2001, 2002, quelque chose comme ça, tu as commencé. Ouais, c'est clair, ouais, j'avais plus de 30 ans quand je m'y suis mis. Après, tu vois, je m'en rends compte avec mes élèves, on n'est pas tous égaux devant une carte. Il y en a, moi j'ai des gamins en 6e, et rarement, mais tu les vois, ils voient la carte en 3D, quoi, tu vois. Et d'autres, au bout de 4 ans, ils n'auront toujours pas compris les bases, tu vois. Et moi, j'étais assez à l'aise sur la lecture de cartes. Et très vite, j'ai eu envie de me perfectionner, en fait. Et il y avait un club ici, Orientation Passion Avignon. Je me suis inscrit. Et puis, voilà, l'ACO, c'est juste hyper ludique, tu vois. Tu cherches des balises, c'est la chasse au trésor permanente. Non seulement tu cours, mais en plus, c'est assez fun, quoi. Donc ouais, c'est vrai que ça m'a bien plu la course d'orientation et du coup, après tu progresses vite, hein, même à 30 ans. Aujourd'hui, quand tu pars par exemple sur des parcours d'entraînement, etc., toi tu es en mode j'ai fait une carte, je sais à peu près où je vais, ou t'es quand même la plupart du temps, t'es avec ta montre, t'as ton parcours et puis de temps en temps tu vas chercher sur la carte? Ah ouais, non, j'ai jamais ma trace, je prévois jamais mon parcours. Alors, quand je vais sur des territoires connus, tu vois, le Ventoux, je commence à le connaître par cœur. Mais sinon j'aime bien farfouiller, à aucun moment, j'ai des copains qui construisent leur parcours avant sur l'ordi, tu vois, et puis qui suivent à la montre. Ah, moi, je suis pas comme ça du tout. Ouais, Ça arrive à plein de gens, hein, tu sais, t'inquiète pas. Ouais, ça, je le sais, hein, que beaucoup font ça et c'est rassurant. Non, moi, je pars et puis je vois un sentier qui part à droite, et ben, j'y vais. Et puis, j'ai un sens de l'orientation. Du coup, j'arrive à voir à peu près où je suis globalement. Et puis, si besoin, je sors mon appli pour voir où je suis, tu vois. Mais globalement, non, j'aime bien improviser, ouais. Est-ce que dans ta carrière sportive, dans ton parcours sportif, t'as identifié un moment un peu clé, un virage, quelque chose qui a fait une espèce de bascule dans ce que tu faisais, où tu t'es dit, ok, là maintenant en fait c'est différent, ou ça a été plutôt continu et progressif? Écoute, donc il y a l'histoire qui est progressive, tu vois, où je viens vers le raid aventure. Après, il y a un déclic, c'est en 2009 quand je fais mon premier raid in France, qui est la Coupe du Monde de raid aventure en France, où là on est parti sur un raid extraordinaire de 5 jours. Donc je suis passé de raid à étape, tu vois, où on dort bien dans son petit matelas ou dans sa tente, et à un truc de non-stop de 5 jours. Et en fait, ça a été le déclic, ouais. J'ai adoré, ça a été dur, tu vois, et il s'est passé
il s'est passé plein de choses pendant la course et c'est ça que j'ai adoré, c'est que quand tu fais une course de plusieurs jours, mais tu te construis des souvenirs vraiment incroyables et tu vis des choses incroyables et tu partages, parce qu'en raid d'aventure, on est 4. Et si tu veux, tu partages en plus cette aventure avec des gens que tu apprécies, parce que tu t'en passes. Enfin, c'est rare qu'on se lance dans des trucs comme ça avec des gens qu'on n'apprécie pas. Donc, tu vois, tu vis un moment vraiment fort. Et ouais, en 2009, quand on est sorti de ce raid in France, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable, quoi. C'est ça que je veux faire, quoi. J'ai des trucs jour et nuit, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais en raid, tu pars à 4, tu dois arriver à 4. Et ça, Adrien Siguri, il avait bien dit dans l'épisode que c'était pour lui quelque chose de super important, c'est que c'est une équipe. Et tu dois arriver en équipe. Et il y a aussi une nouvelle dimension que tu viens de dire dans les étapes que tu as découvertes, c'est déjà peut-être le manque de sommeil aussi, qui est quelque chose que tu n'avais jamais vécu forcément avant. À part peut-être quand tu étais étudiant, mais c'est une autre histoire. Mais par contre, là, tu étais passé dans le sport en manque de sommeil, et là, c'est peut-être aussi une nouvelle dimension que tu as découvert. Ouais, c'est hyper intéressant, en fait. Hyper intéressant sur la connaissance de soi, sur le potentiel qu'on a. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais testé ça, tu vois, dormir 5 heures sur 5 jours, ça paraît improbable, impossible, tu vois. Ou là, récemment, sur la Barclay, j'ai pas dormi pendant 60 heures, je pensais pas que c'était possible. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant dans la connaissance du corps humain, du fonctionnement. Enfin ouais, moi j'ai trouvé ça passionnant en fait. Et sur l'alimentation aussi, c'est passionnant de voir que finalement tu peux quasiment évoluer pendant 5 jours en mangeant pas grand-chose, quoi. Tu vois, c'est tout ça que j'ai trouvé hyper intéressant. Le côté équipe, mixte, hein, je précise. Et on doit toujours être ensemble, et on doit se soutenir, on doit évoluer ensemble, s'aider les uns les autres. Enfin, tu vois, c'est des trop belles valeurs en plus, tu vois. C'est comme tu disais, hein, tu pars à 4, tu dois arriver à 4, hein, attention, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, waouh. Parfois, il y a des coureurs on en a parlé un petit peu en off il y a 10 minutes à peu près juste avant de commencer l'interview, mais il y a des coureurs ou des coureuses qui commencent à identifier à un moment leur profil de course, quelque chose qui leur correspond plus. Est-ce que toi, tu saurais dire aujourd'hui, ça c'est mon profil de course et ça l'est pas? Et si oui, c'est quoi? Écoute, moi, je me suis... Plus j'ai avancé dans l'âge et dans l'expérience des courses, plus je me suis senti... bien dans des allures confort, quoi, dans des allures de course où je peux apprécier ce que je suis en train de vivre, où je suis pas dans la relance permanente, je peux apprécier les paysages, tu vois, parce que je trouve que des fois c'est dommage, on passe à côté de choses, tu vois, quand on est trop dans la relance en permanence, en faire attention de pas se tordre la cheville, donc on est à des allures dingues, et en fait, et même au niveau cardio, on est à la limite. Je trouve qu'on apprécie moins l'environnement dans lequel on évolue, quoi. Donc moi, vraiment, ça s'est fait progressivement. Hein. Je te cache pas que des fois, c'est rigolo aussi de se mettre minable sur 30 bornes, mais... Enfin, rigolo. Façon de parler. Moi, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais vraiment les... C'est d'ailleurs que c'est comme ça que souvent je m'entraîne. Moi, je m'entraîne énormément à faible intensité, en fait. Parce que j'aime vraiment profiter du moment et apprécier chaque instant, en fait. Et je trouve que les moments où tu es en fréquence cardiaque élevée, où tu es dans la relance, sont plus difficiles mentalement. Et du coup... j'ai moins envie de m'entraîner comme ça ou de courir comme ça. Mais ça s'est fait vraiment progressivement. Je me suis rendu compte, ça me permet de rebondir juste là-dessus, que moi j'avais tendance à préférer, quand je vais souvent faire des recos de course que je vais faire, et je préfère la reco que la course elle-même, parce qu'en fait dans la reco je suis plus tranquille, je suis plus souple, je regarde le paysage, alors que le jour de la course c'est le moment où, comme tu dis, tu te mets cher, donc je profite plus à la reco qu'après. Ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, je trouve. Ouais, c'est clair, hein, moi j'aime bien identifier les sommets, tu vois, les observer. Tu vois, sur la traversée des Alpes que j'avais fait en mode record, là, j'avais pris toutes les cartes, tu vois, j'avais mes 52 cartes en partant parce que j'aimais bien voir où j'étais. De toute façon, j'aime bien lire les cartes et puis voir le sommet, qui est à gauche, à droite, tu vois. Pareil, sur mon premier Tour des Glaciers, j'avais les cartes aussi. Et puis, même si j'avais reconnu quelques parties, pas toutes, tu vois, donc... ouais, je trouve que c'est intéressant de pas passer à côté de ça, en tout cas, tu vois, de découvrir aussi un territoire, une région. Nous, quand on va faire des raids d'aventure à l'étranger, c'est aussi l'occasion de découvrir un territoire sauvage, tu vois, et le fait de ne pas être à fond te permet de plus en profiter, ouais, c'est clair. Ouais. Je te propose de clôturer cette première partie de notre échange qui est orientée sur qui tu es au final en tant que personne et que sportif, avec les 3-4 petites questions que je pose exactement comme film, livre et musique préférée, mais cette fois par rapport au matos de trail. Pareil, tu réponds spontanément avec ce qui te vient en tête. C'est quoi aujourd'hui ta paire de chaussures préférée? Waouh, écoute, j'ai envie de dire que c'était la Hero de New Balance. Voilà, mais elle a évolué cette année et pas forcément dans mon sens, pas dans le type de course que je fais, donc à voir. Il faut que tu trouves un endroit qui est en déstockage où ils en ont une vieille paire x50 et que tu l'achètes. Ouais, c'est clair. Quel est ton aliment en course préféré? Écoute,
Ça va être la boisson Baobab de mon partenaire Natural Origin qui est juste incroyable et en plus qui apporte énormément de bonnes choses à ton organisme. Donc je pense que mentalement, quand tu sais que ça t'apporte plein de bonnes choses, t'es content, quoi. Ton aliment en récup préféré après une grosse sortie ou une grosse compétition? Une bonne bière. C'est pas un aliment, la bière? Mince alors. Alors une pizza alors. On fait un petit clin d'œil à Julie Roux, que j'avais interviewé et qui avait répondu du vin rouge. Après, donc, il est bon aussi lui. C'est ça, donc faut pas oublier que ce n'est pas un aliment. Quel est ton parcours préféré aujourd'hui? Si tu en as un à garder en tête, un parcours entraînement. Un parcours entraînement préféré? Oh, écoute, le Mont Ventoux, des petites crêtes sauvages du Mont Ventoux. Un sommet que t'aimes en particulier? Un sommet que j'aime en particulier? Oui, mais là, je vais me redire, là, mince alors. Bah oui, bah non, je peux pas dire autre chose parce que je dois y grimper 30-40 fois par an. Donc voilà, mon petit Mont Ventoux à moi, et pas qu'à moi. Et si tu dois en garder un seul, un souvenir préféré, raid aventure ou trail, un souvenir que tu garderas toujours en tête? Ouais, il y en a un qui est assez récent, c'était sur Raid in France 2022 en Savoie. On était en pleine nuit avec mes collègues, on avait tous sommeil et puis tu sais, on cherche des balises en raid aventure et parfois c'est compliqué. Puis là, il y avait une balise sur laquelle on avait un peu galéré. On était en tête et tu t'inquiètes dans ces moments-là, quoi. Et au final, on finit par la trouver. Et juste après, on est en pleine nuit, et dans une forêt sombre. Et d'un seul coup, on entend de la musique. Mais tu te dis, mais j'ai une hallucination quand il était 2h du mat. Et on entend Bella Ciao, tu vois, on commence à reconnaître Bella Ciao qui sonne, qui résonne dans la forêt comme ça. C'est assez incroyable. Et j'étais avec Gino, mon collègue, là, on est 4 bien sûr. Et là, Gino, il me dit, mais c'est Bella Ciao, mais putain, je reconnais ça, c'est les copains, ils sont par là, ils nous jouent de la musique, c'est sûr. Et en fait, les copains de son assos étaient venus se poster en haut de la montagne avec leur instrument de musique à 2h du mat et ils jouaient Bella Ciao pour nous comme ça. Je te jure, ce moment, on avait des frissons, on pleurait, quoi. Ça doit être exceptionnel. Ouais, carrément. Seb, je te remercie pour cette première partie de l'échange. On a peut-être une meilleure vision de qui est Sébastien Réchon. Maintenant, je te propose qu'on passe sur une partie, avant de transitionner sur comment tu avais préparé cette Barclay 2024, une partie un peu généraliste sur comment tu t'entraînes de manière générale. En fait, mon but souvent, c'est d'essayer de comprendre comment des athlètes de grand niveau comme toi approchent l'entraînement. Et il y a une particularité chez toi, c'est que tu fais des formats XXL. Et pourtant, tu travailles à côté, tu as une vie normale et j'ai pas l'impression que tu passes ta semaine en montagne. La première question que je voulais te poser, c'est toi, comment tu approches le volume de ton entraînement, puisque le volume de tes courses est souvent très grand. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu regardes de manière générale, que tu calcules en heures, en kilomètres? Comment tu fais? Écoute, ça a donc été très évolutif au fil des ans. Donc moi, je viens du monde de l'athlé où tu sais, on faisait toutes les séances, c'était tout calibré, où tu faisais attention à t'entraîner dans tous les secteurs, etc. Moi, ça a énormément évolué au fil du temps et l'avantage du raid aventure, c'est qu'en fait, tu fais beaucoup de volume sans t'en rendre compte en touchant différents supports. Tu vas faire du kayak, tu vas faire du VTT, tu vas faire de la course à pied. Donc si tu veux, pendant 15 ans, avant que je commence à faire vraiment des projets trail perso, j'étais plus dans augmenter les compétences techniques de chaque discipline du raid et faire du volume en additionnant les heures de vélo, les heures de course, etc. Bon, il se trouve que là, maintenant que je suis parti sur des projets à pied, solo, mono-activité, en fait, j'ai quand même un peu adapté le truc et je fais... Alors, en fait, il y a 2 périodes dans l'année, parce que les moments où je travaille, où j'ai beaucoup moins de temps, mine de rien. Donc, prof de PS, ça nous laisse du temps libre, mais quand même, il y a quand même pas mal de contraintes. Donc, il y a les semaines, je dirais, de travail, et puis il y a les vacances. Et puis, il y a la gestion de la famille aussi, qui n'est pas toujours évidente, pour l'entraînement en tout cas. Donc, actuellement, le volume, je le fais je fais un peu de volume sur le mardi, puisque le mardi, j'ai pas d'élèves. J'ai pas de cours dans mon emploi du temps, donc du coup, je me fais souvent une sortie volume le mardi, alors souvent à pied, parfois à vélo. Donc c'est des sorties de 3-4 heures jusqu'à 6-7 heures, entre 3 et 7 heures, où je suis en allure confort, où je fais du dénivelé, où voilà, je fais mon volume comme ça, et le reste de la semaine, en fait, je fais pas grand-chose. Je fais des petites sorties d'1 heure, un petit peu de fractionné, c'est vraiment à la sensation, à la louche.
Et ça, c'est mon entraînement de base. Après, quand je me rapproche d'objectifs importants, je vais faire évoluer les choses. Je vais me faire des week-end shocks ou des semaines shocks, en fait. Sur un Tour des Glaciers, par exemple, pour moi, c'est la période idéale parce que c'est septembre et du coup, j'ai juillet et août où nous, les enseignants, on a des vacances importantes. Du coup, là, vraiment, je vais partir en montagne. Je vais me faire du vélo ou beaucoup de sorties rando-courses. Et je vais faire ça pendant 7-8 jours et je vais cumuler du dénivelé. Donc, en termes de volume, c'est vraiment par moment et j'essaie de maintenir une fois par semaine, mais vraiment en allure très lente, confort, et des week-ends ou des semaines chocs. Après, je continue à faire énormément de vélo parce que sur les 3 dernières années où j'ai fait beaucoup de projets solo, j'ai continué à faire du raid aventure. Donc, je continue à faire quand même beaucoup de vélo et quelques sorties kayak. Donc, si tu veux, ça, c'est un complément aussi. Et je trouve ça hyper intéressant. Souvent, quand je me fais... j'ai aussi beaucoup voyagé à vélo en famille. Et du coup, des fois, je partais 8-10 jours à vélo, à pédaler toute la journée avec les enfants accrochés. Et je me suis souvent rendu compte que, sorti de ça, j'avais une forme incroyable, en fait. Donc là, j'ai vraiment tout de suite compris que le travail, la quantité à faible intensité, t'apportait une condition physique de dingue, en fait. Et donnait vraiment un confort pour les courses derrière. Donc, du coup, voilà, c'est hyper empirique, en fait. Mais j'arrive à sentir, c'est l'avantage, tu vois, d'avoir 50 ans et d'avoir 15 ans derrière soi de courses XXL, en fait. C'est que j'arrive à saisir ce dont j'ai besoin. Je vais parfois mettre des petites séances qu'on appelle seuil, mais tu vois, plutôt sur des montées, etc., où j'ai des segments Strava un peu référence, où je vais tester un peu ma forme sur des segments de 15-30 minutes. Mais c'est plutôt rare, c'est plutôt pour voir où j'en suis. Mais je dirais, je suis au moins à 90% de mon entraînement qui est à basse intensité, quoi. C'est assez clair. Voilà, je suis peut-être un peu long et pas clair, mais... C'est voilà. super clair. Et au final, t'as beau dire que c'est très empirique, ça rejoint beaucoup des recommandations qu'on a dans la littérature de beaucoup de volume basse intensité qui est super importante et en plus qui pour toi va être super spécifique à ce que tu vas faire. Et au final, c'est un clin d'œil à lui, à Guillaume Millet, on le salue en même temps dans l'épisode, mais c'est son approche des week-end shocks, c'était de dire avec le boulot par exemple de maître de conf ou de prof de PS, on n'a pas le temps en manière générale. Par contre, à des moments, on va avoir du temps et là, on va venir condenser du volume et c'est exactement ce que tu viens de dire, si j'ai bien compris. Ouais, c'est clair, voilà, c'est exactement ça. Une chose que j'ai pas spécifiée aussi, c'est que je m'attache aussi à maintenir du dénivelé, en fait, positif, mais surtout négatif. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, en fait, dans mes courses avec beaucoup de dénivelé, qu'il fallait juste... la forme en montée, j'ai envie de te dire, bon, tu fais du dénivelé positif, la forme, elle vient, il n'y a aucun souci. Mais en fait... pour moi, le facteur le plus important de performance, c'est le dénivelé négatif et la façon dont tu vas l'encaisser, en fait. Et du coup, là, depuis 2 ans, j'ai vachement bossé le travail en descente et ça a vraiment payé, tu vois. Et quand tu es au départ d'une course comme un Tour avec 30 000 de dénive qui s'annoncent devant toi, en fait, il faut juste avoir des quadrilles en béton, tu vois, les avoir préparés. Parce qu'en fait, descendre vite, tout le monde est capable de le faire. Mais regrimper derrière... sans avoir mal aux cuisses, ça c'est autre chose. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, cet été, je me suis vraiment bien entraîné en montagne. Et quand je suis arrivé au Tour en septembre, j'ai pu envoyer dans les descentes d'entrée de jeu et de pas du tout être impacté dans les montées suivantes. Ce qui fait que j'ai été plus vite et je me suis rendu compte que, encore plus, je savais déjà que l'entraînement, le dénivelé négatif était super important. Alors moi, j'ai la chance d'avoir en plus des genoux en béton, quoi. Je veux dire, ça tient, tout tient, tu vois, au niveau articulaire. Donc, c'est vrai que l'entraînement avec beaucoup de dénivelé est hyper important dans ce que je fais, quoi. C'était une question que j'allais te poser. Enfin, là, tu soulèves 2 questions que je voulais te poser, donc c'est cool. J'allais te demander comment tu fais ici, parce que sans vouloir dénigrer les montagnes avignonnaises, c'est pas extrêmement dénivelé le pourtour. Comment tu fais pour travailler ce dénivelé négatif là où tu vis? Écoute, si, quand même, hein, on a des sacrées pentes. Tu vois, le Ventoux, tu pars d'en bas, t'as 1500. T'as 1500 de bas en haut, tu as quand même 1500. Avec plein de petits 500 rajouts possibles, tu peux faire le sud, le nord, de toute façon, tu auras 1500 des 2 côtés. Donc le Ventoux, c'est quand même un beau terrain de jeu pour faire du dénive. Et les monts du Vaucluse à côté, vers Fontaine de Vaucluse, tu as des radars de 500 D+, qui sont extrêmement raides et que j'ai utilisés pour la Barclay, on en parlera après, mais qui sont quand même top, quoi. Et
Non, je te dirais qu'on a ce qu'il faut dans le Vaucluse, ça va. Et l'autre question qui découlait de ta réponse précédente, c'était avoir des cours en béton. Est-ce que toi, t'as dit en termes de sport que tu pratiques, t'as dit vélo et course à pied. Est-ce que tu fais de la muscu aussi à côté, d'autres sports comme ça, ou ça, tu les as mis de côté, toi? Non, absolument pas. Je fais les exercices de renfort avec mes élèves quand je leur en propose, donc tu vois, mais plutôt au haut du corps. Non, je fais plus de muscu depuis que j'ai arrêté l'athlétisme. Je dis pas qu'il faut pas en faire. Moi, je dirais que tout l'entraînement vélo, kayak complète le renfort musculaire, et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai pas de blessure particulière, c'est que mon entraînement croisé, multidisciplinaire est hyper intéressant à ce niveau-là. Et alors, je rebondis à nouveau sur ta réponse à l'instant. Tu as dit que depuis l'athlète, tu avais arrêté un peu la muscu. Est-ce que depuis l'athlète, tu as arrêté les intensités, ou est-ce que tu en fais encore de temps en temps c'est ce qu'on peut voir sur piste, des fractionnés comme ça où tu te mets dans le rouge, ou ça aussi, t'as décidé que c'était plus pour toi? Eh ben écoute, j'avais pas mal arrêté à une période là, entre 2010 et 2015, et après on avait trouvé notre équipe de raid un sponsor, une entreprise qui s'appelle Naturex à côté, qui est passée Givaudan, et en fait dans le partenariat, donc ils nous aidaient financièrement, et dans le partenariat on devait entraîner les salariés sur une séance de fractionnés avec Thomas là, et on continue à le faire aujourd'hui, et donc ça va bientôt faire 10 ans en fait que le jeudi soir on entraîne les salariés de Givaudan sur du fractionné, et du coup je le fais avec eux. Alors plus ou moins vite, on va dire, parce que du coup on a un gars qui court à plus de 20 km/h, et il y a des femmes qui courent à 9-10, tu vois. Donc en fonction de ma récup, de mes besoins, je vais plutôt aller avec les gars ou avec les femmes qui courent lentement. Et du coup, c'est mon fractionné. Donc j'essaie de maintenir une séance par semaine. Ouais, en fait, tu maintiens un petit peu pour, en fait, on va presque dire, conserver tes qualités que tu as développées toute ta vie au préalable. Ouais, alors je pense que c'est important de garder un peu de haute intensité. C'est clair qu'il faut garder un peu notre amplitude cardiaque, ça me paraît primordial, et ne plus en faire du tout. Je pense que c'est pas souhaitable en termes de performance. Donc j'essaye d'en garder, même si... tu vois, c'est des séances à risque. Musculairement, quand même, c'est des séances à risque. Et des fois, il y a des petites blessures qui arrivent aux ischios, aux mollets. Donc, je suis toujours très, très vigilant. Parce que j'ai l'impression, je pourrais te dire, sur des séances à basse intensité de rando-course, jamais je vais me blesser, quoi, tu vois. Sur une séance de fractionné d'1 heure, il y a un risque. Donc, voilà, je suis vigilant, surtout après les années, quoi. Ouais, clairement, les trailers, des fois, tu repasses sur la piste sur des fractions de 30 secondes, mais t'as les ischios qui te tirent le lendemain, et c'est vraiment... faut faire super gaffe à ça, je suis complètement d'accord avec toi. La vitesse de contraction, elle fait que c'est à risque. Une autre question que je me posais, c'est est-ce que tu utilises, toi, des indicateurs de suivi de ta forme, quels qu'ils soient, soit purement sensation, soit est-ce que tu as une petite VFC, tu dis, je regarde, est-ce que ça va ou pas trop, ou comment tu fais? Ouais, non, je suis vachement au feeling, non, je vais pas, je trouve que c'est source de stress, tout ça. Tu vois, en fait, c'est tout con, mais cette appli, elle est juste parfaite pour moi. Je vais avoir des segments Strava de référence. Voilà. Et si j'ai envie, si je me sens bien et tout, avant une grosse compète, je vais aller me tester sur ces petits segments-là, qui peuvent être des segments d'une 30, tu vois, où je vais vraiment me mettre minable sur un petit segment d'une 30, ou des segments de 30 minutes. Et je trouve que mentalement, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que si ça confirme tes sensations, là t'es un warrior derrière. Et puis, des fois, j'ai pas envie parce que je sens que la forme est correcte, mais pas plus que ça. Et du coup, je vais pas regarder, et je vais y aller comme ça. Mais c'est vrai que la fin août, quand je me suis entraîné pendant 2 mois très sérieusement, et que les indicateurs de ce genre de petits segments sont super bons, là tu arrives sur la ligne de départ, tu te dis c'est bon, le travail est fait, il n'y a plus qu'à, quoi. Ouais, donc au final, c'est pas des chiffres comme on peut entendre sur la montre ou quoi, mais par contre c'est quand même des chiffres, puisque tu as quand même ton temps sur un segment, tu as quand même ton temps sur une montée, et c'est ça qui va te donner ta forme à toi. Oui, voilà, oui, c'est clair. Voilà, mais je vais pas aller mettre ma montre, étudier toutes les... Je suis pas très technologie, en fait, tout ça. Et en fait, si tu veux, c'est pareil sur l'alimentation, on va en parler, tu vois. Je me prends pas la tête. Généralement, je bois une bière avant toutes les courses. C'est ma petite tradition, et ça me pose aucun problème avec ça, tu vois. Je suis très serein et zen sur tous ces paramètres-là, et je me dis, je suis vachement au feeling. Du coup, je me crée pas de stress. Tu vois, l'athlète qui va tout... il y en a qui sont très, très scientifiques, qui vont tout calculer, etc. Mais quand tu sors du truc, quand tu sors des chiffres, ça peut être source de stress, tu vois, ça peut être inquiétant. Moi, je suis pas là-dedans, et ça me va très, très bien par rapport à mon profil psychologique, ça me va très, très bien. Je suis vachement dans l'impro,
et dans la sensation, en fait. Oui, je pense que c'est des caractéristiques individuelles où il y a des gens qui vont avoir besoin de cet ensemble un peu numérique pour se rassurer et savoir où ils en sont pour eux, et d'autres personnes qui ont très confiance dans leurs sensations et je pense pas qu'il y ait un profil mieux que l'autre, c'est juste savoir lequel est le tien et y coller, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, il faut s'adapter de toute façon à son profil, on fonctionne pas de la même façon. Certains ont besoin d'être rassurés par des chiffres, et si les chiffres sont pas bons, ils sont pas rassurés, et du coup, c'est source d'échec ou d'abandon. Moi, je suis plus sur du feeling, tu vois. Des fois, je vais partir m'entraîner, j'ai prévu une séance, je reviens au bout d'un quart d'heure parce que les sensations sont mauvaises, et puis et tu fais autre chose. Ou alors, tu vas transformer ta séance. Tu te dis, maintenant, je vais pas faire d'intensité, on va rester tranquille aujourd'hui, ça sera mieux. Et du coup, là, il y a 2 secondes, tu as dit qu'au niveau alimentation, tu as tes feelings aussi, etc. Est-ce que tu as une alimentation particulière, quelque chose où tu manges de tout et pas de souci? Ouais, écoute, moi, l'avantage concrètement, c'est que sur mes formats XXL, j'ai besoin d'avoir une petite réserve lipidique quand même, parce que je vais jamais avoir l'apport en énergie suffisant par rapport à ce que je dépense. Donc du coup, je fais énormément fonctionner la lipolyse. Du coup, il me faut quelques réserves. Si j'ai 1 ou 2 kilos en trop, même 2 kilos en trop par rapport... Si je partais sur un trail du Ventoux 40 bornes, bon voilà, il faut que je sois à 71 kilos, c'est mon poids de forme, je suis léger, je vais vite. Mais au départ de mes grosses courses de plusieurs jours, si je suis à 73, c'est mieux. Donc du coup, tu vois, globalement, je compte pas mes calories, je mange avec plaisir, du fromage, tu vois, je prends un verre de vin, je vais pas faire attention, j'ai une alimentation plaisir. Et bien sûr, je suis pas à manger des frites ou moi, j'essaie d'avoir une alimentation saine, tu vois, mais plaisir. Donc, je me fais plaisir dans mon alimentation parce que c'est hyper confortable aussi de se dire, j'ai pas besoin d'être à mon poids de forme, quoi, tu vois. Et c'est assez cohérent au final avec le partenaire nutrition que tu as cette année, qui a aussi une ligne orientée sur aliments un peu naturels, etc. pour... Ouais, Natural Origin, c'est juste parfait, c'est dans ma philosophie, tu vois, c'est extraction de produits naturels, il y a aucune chimie, quoi. Dans tous les produits qu'ils me font, il y a 0 chimie, et ça, c'est juste génial, tu vois. Donc, ouais, c'est tout à fait adapté. J'avais une question que je vais te poser, qui est... je la trouve rigolote. Est-ce que... On peut dire que tu fais des formats gargantuesques. Est-ce que pour toi, de manière générale, il faut un volume gigantesque pour faire ces formats gigantesques, ou au final, non, c'est pas nécessaire, il faut juste travailler les bonnes choses au bon moment? Ouais, c'est évident que tu vas pas faire 450 km à l'entraînement pour préparer un 450 bornes, donc... je crois beaucoup à l'évolution progressive sur une carrière sportive. Du jour au lendemain, tu vas pas t'inscrire au Tour des Glaciers, quoi. Ni au Tour des Géants, je crois que ce serait un peu, pas suicidaire, mais ce serait déplacé par rapport à ton corps et à la façon dont tu l'as préparé, quoi. Donc moi, ça s'est fait progressivement, tu vois. C'est passé de format à la journée, à 100 km, à 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je crois que il faut voir ça sur plusieurs années, en fait, sur une dizaine d'années même. Et puis sur bien cerner ce qui t'anime et ce qui te plaît dans le trail, quoi. Certains n'iront jamais sur un format de 300 bornes, certains n'iront jamais sur un 100 miles et resteront sur des 40, 50 km parce que c'est ça qui leur plaît. Moi, j'ai vite vu que ça me plaisait le très très long. Maintenant, la quantité d'entraînement, elle est pas forcément... Le volume n'est pas forcément nécessaire, il faut juste le mental adapté. Je crois qu'il faut avoir préparé son corps au fil des ans, sur des expériences avoir dépassé ses limites petit à petit, et puis juste avoir le mental qui va avec, parce que c'est dur mentalement. Ces épreuves-là, il y a forcément sur 5 jours, par exemple, si tu pars sur 5 ou 6 jours, il y a forcément des moments critiques, où il va falloir faire preuve de résilience, il va falloir s'adapter. Et du coup, là, il faut un gros mental, mais c'est là que c'est hyper intéressant. C'est aussi de faire évoluer sa force mentale, tu vois, essayer de s'adapter à certains paramètres qui t'arrivent dessus, problème alimentation, problème météo, problème de sommeil, problème physique tout court, des blessures, des douleurs. Tout ça, c'est hyper intéressant en fait. Moi, c'est ce qui me plaît. Et alors du coup, ça m'intéresse vraiment beaucoup que tu soulèves cette question mentale. Est-ce que tu as l'impression que tu as appris à gérer ces moments au fur et à mesure des épreuves, ou est-ce que tu as l'impression que de base, tu as trouvé les clés très vite de comment gérer ces moments difficiles? Comment c'est venu cette gestion des moments où tu dis en fait ça fait 3 jours, je suis épuisé, ça va pas? Ouais, écoute, je pense qu'il y a un profil au départ. Il y a un profil au départ où tu es plutôt positif, donc tu arrives à rebondir, tu arrives à trouver les clés du schmilblick du moment, tu vois, mais après je pense quand même que toutes mes années de raid aventure, où on a eu des expériences très difficiles, sur 4 équipiers, il y a toujours un truc à un moment donné qui va pas, donc tu dois
à force de gérer ces problèmes-là, de les contrecarrer, et puis finalement, parfois avec des happy end à la fin, tu vois, on a eu fait des raids où un équipier était au plus mal, et puis finalement, un jour après, ça allait bien, on accélérait, on gagnait, tu vois, c'est des moments où tu te dis, mais oui, en fait, tu peux tout résoudre, et sur des formats XXL comme ça, eh ben, rien n'est jamais perdu, en fait. Tu peux perdre une demi-heure, 1 heure, 2 heures à un moment donné, et puis finalement, c'est peanuts par rapport à la durée de l'épreuve. Donc moi, je pense que ouais, ces formats à longue distance te permettent d'évoluer mentalement, de trouver les clés, tes propres clés, en fait. Et sur la gestion de la douleur, c'est hyper intéressant, en fait. C'est hyper intéressant parce qu'une douleur en remplace une autre. Et finalement, ce qui te paraissait impossible devient possible. Et puis, quand tu as l'habitude de ça, quand tu te rends compte qu'une douleur qui est pénible, sur laquelle tu te focalises, tu arrives à la faire disparaître, en tout cas, tu arrives à la mettre de côté et continuer à avancer. Ben, quand ça, tu as réussi à le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, finalement, au bout d'un moment, tu le gères très très bien, en fait. Quand j'ai fait ma première traversée des Alpes, j'ai eu des ampoules, j'étais parti à l'arrache, en impro total, en fait. Enfin, je trouve, quoi. Maintenant, avec le recul, à l'époque, je m'étais dit, ouais, bon, c'est bon, tu peux y aller, mais non. En fait, j'avais des ampoules au pied dès les premières 24 heures, il me restait 5 jours à faire encore, tu vois. Et bon, bah, j'étais obligé de gérer ça. Bon, bah, voilà, quand tu as vécu des expériences comme ça, en fait, au bout d'un moment, ouais, les petits problèmes qui t'arrivent, finalement, ça reste des petits problèmes. Donc, tu passes au-dessus. Du coup, ça rejoint, je trouve, ce que tu as dit il y a quelques minutes dans l'épisode. C'est, au final, c'est une montée progressive à travers ta carrière. Et petit à petit, quand tu as su gérer ce genre de choses, bah, tu seras meilleur à les gérer les fois d'après où ça t'arrivera. Ouais, c'est l'avantage de l'expérience, c'est clair. Ouais, c'est clair que sur un départ au tort des glaciers, il vaut mieux avoir 50 ans et 20 années d'expérience sur des formats comme ça qu'avoir 30 ans et découvrir, hein, en termes de confort psychologique, d'approche et de résultats. Je pense que c'est mieux. Ouais, non, ça se fait pas. Il faut le faire. Moi, je pense que c'est plus souhaitable aussi de le faire progressivement parce qu'on trouve du plaisir comme ça aussi, petit à petit, sur différents formats. Et là, tu vois, si tu pars direct sur un 450 bornes à 25 ans, bon, ben, c'est quoi la suite, quoi? Peut-être un 20 km en rupteur dans ce cas-là. Tu inverses la tendance, tu dis, bon, bah, à 50 ans, je ferai 20 km à fond. Pourquoi pas, ouais. Et dernière question, avant qu'on passe sur la partie plutôt liée à ta dernière course, à savoir la Barclay. Est-ce que toi, je la pose à tout le monde à cause de mon approche de l'entraînement, etc. Est-ce que tu accordes une place à la science dans ton entraînement? On a parlé tout à l'heure des analyses de données, des analyses de segments que tu peux avoir, donc c'est un peu un aspect. Est-ce que tu te tiens au courant un peu de ce qui a été montré comme utile, pas utile, fonctionnant moins bien, etc. Ou ça n'a pas de place et c'est pas grave? Écoute, je vais de temps en temps lire des trucs et ça conforte plutôt ce que j'ai de façon empirique, tu vois, compris ou adapté à mon propre entraînement. Donc, effectivement, tu vois, là récemment, je lisais un article sur faut-il faire des étirements, tu vois. Moi, j'étais dans la culture des étirements dans l'athlé. On passait 1 demi-heure par entraînement à s'étirer. Au final, il y avait beaucoup de blessures, tu vois. Et là, moi, les étirements, j'ai arrêté en 2005, mais voilà, j'ai 0 étirement depuis 2005, alors que pendant 15 ans, mais je faisais que ça, quoi. Et au final, j'ai été beaucoup moins blessé à partir du moment où j'ai arrêté les étirements, tu vois. Donc, de façon empirique, personnellement, je me suis dit, moi, c'est mieux que j'en fasse pas. Et tu vois, quand tu lis des articles où on en revient, je me dis, bon, bah, ouais, finalement, tu vois, donc c'est pour te dire, pareil, quand je lisais les articles assez récemment sur la polarisation de l'entraînement, la faible intensité, etc., bah, tu te dis, bon, bah, ouais, c'est exactement ce que je fais. Donc, non, venant de l'athlé, j'ai toujours quand même un intérêt à lire ce genre d'articles, mais je reste sur mon approche au feeling et empirique, ouais. Petite pause. Si cette rencontre vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez mes articles de vulgarisation scientifique et mes tests matériels. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Les liens vers les offres sont dans la description. Allez, on retourne à cette rencontre. Seb, je te remercie beaucoup pour tes réponses à ces questions. On va passer à l'entraînement de ta dernière compétition réalisée. Je ne sais pas si on peut placer ça dans le cadre d'une compétition, d'une aventure humaine, d'une aventure introspective. On aura le temps d'en reparler par la suite.
Mais avant ça, je te propose de détendre l'atmosphère 2 minutes et de participer, de prendre part au petit jeu du tu préfères que tous les invités explorent. Est-ce que tu connais déjà le principe du tu préfères? Non, il faut que tu m'expliques. C'est extrêmement simple, je te propose 2 choix, assez dégueulasses l'un comme l'autre, mais t'as pas le choix, il faut absolument que tu en choisisses un des deux. Généralement, je demande aux abonnés, aux auditeurs de Quoi Mieux de m'en suggérer quelques-uns, et cette fois, ils ont été très joueurs, ils m'en ont fait remonter plein, ça a été assez difficile d'en choisir, normalement c'est 4, et là j'ai fait une petite exception avec un 5e, parce que j'ai vraiment eu des suggestions rigolotes, et elles tournent souvent autour de la Barclay. Je les ai classées du plus facile au plus difficile, donc je te laisse me dire... ce que tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères? Refaire la Barclay sans bâton ou refaire la Barclay tout seul du début à la fin? Tout seul du début à la fin. Ok, donc les bâtons sont très utiles sur l'épreuve. Qu'est-ce que tu préfères? Refaire la Barclay en marche arrière ou refaire la Barclay en fumant à chaque livre? En fumant à chaque livre. Un peu dans le même genre, faut croire que le fait que Laz allume une cigarette au départ, ça a inspiré des gens. Qu'est-ce que tu préfères? Emménager avec Laz pendant 1 an, mais ne pas fumer? Ou vivre chez toi pendant 1 an, mais en fumant des clopes? Ah bah, emménager avec Laz. Ok, ça fera une expérience... Et puis j'améliorerai mon anglais comme ça. C'est vrai. Qu'est-ce que tu préfères? Faire la Barclay seule du début à la fin, à nouveau, ou faire un 100 km sur route par boucle de 2 km? Oh bah, faire la Barclay. Faire la Barclay tout seul. Ouais, 100 km sur route par boucle de 2, ça va être chiant. Et j'en ai une que j'ai gardée parce que ça semble être de quelqu'un qui te connaît un peu, et tu pourras peut-être rebondir sur celle-là. Qu'est-ce que tu préfères? T'as une crème anglaise au ravitaillement, mais sans les îles flottantes, ou t'as des îles flottantes à tous tes ravitaillements, mais sans la crème anglaise? Donc on pourrait appeler ça des îles pas flottantes. La crème anglaise, hein. Ça c'est mon aliment calorique préféré. Tu sais pourquoi cette petite question est revenue? T'as une idée? Bah écoute, sur la Chartreuse Terminorum, j'avais des gros problèmes d'alimentation et finalement il y avait que la crème anglaise qui passait. Donc C'est exactement ce que l'auditeur qui a suggéré m'a dit. Il a fait apparemment une 8aine d'heures avec toi, 6-8 heures sur la course, et tu lui as révélé que c'était ton aliment quand t'avais des troubles gastriques. Ce qui est quand même surprenant, la crème anglaise, mais je trouvais ça quand même très rigolo. En fait, ça passe tout seul. Tu sais, on a des problèmes de mastication comme beaucoup de coureurs. À ce moment-là, des fois les trucs un peu pâteux, ils passent pas. Et en fait, la crème anglaise, elle passe bien. Moi, j'aime bien le goût. Depuis gamin, j'aime bien la crème anglaise. Et en fait, ça t'apporte énormément de calories aussi. Donc, bon, c'est cadeau, quoi. C'est un peu lourd, par contre, à porter. Pour les auditeurs, sachez que le secret des formats XXL, c'est la crème anglaise. Pas que, non. Mais ça peut sauver. Seb, je te remercie de t'être prêté à ce petit jeu du tu préfères. On va passer à la Barclay 2024 et à d'autres compétitions que tu as réalisées, mais globalement, on va graviter autour de cet dernier événement. Je le résume rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas la Barclay. J'essaie de résumer ça rapidement, mais il y a plein d'événements, il y a plein de podcasts qui en parlent. Donc si jamais les personnes souhaitent aller plus loin, toi, tu as d'ailleurs enregistré 2 podcasts avec Course Épique qui sont super sympas et qui en parlent. Et il y a également un autre épisode de Course Épique spécifiquement dédié à la Barclay par Adrien Delfos. Donc si jamais les personnes veulent aller plus loin, je les propose de se rendre là-dessus. En résumé, moi je la résume comme ça, c'est une épreuve qui est entre Ultra Trail et course d'orientation, en autonomie totale dans le parc de Frozen Head, dans le Tennessee. Tu as 5 boucles à réaliser, 2 dans un sens, 2 dans l'autre, une soit dans le sens que tu le souhaites si tu es le premier à partir, soit dans le sens opposé de la dernière personne qui est partie pour la dernière boucle. Tu as 12 heures maximum par boucle, tu as 5 boucles à réaliser, donc maximum 60 heures. Mais pour les personnes qui font 3 boucles en moins de 40 heures, ils sont considérés comme des finishers de la Fun Run, qui est une sorte de première étape sur la Barclay Marathons intégrale. Il y a 40 participants par an qui sont choisis par le créateur de l'épreuve, Lazarus Lake. Il n'y a pas de tracé, pas de montre, pas de GPS, pas de données, donc ça, de base, ça a dû te plaire. C'est censé faire chaque boucle environ 40 km, mais en fait, probablement plus. Et il y a une procédure d'inscription qui est un peu mystère, qui est une sorte de première épreuve éliminatoire pour sélectionner ceux qui méritent de au moins essayer de s'inscrire à la Barclay ou pas. Et rien ne peut être révélé sur cette procédure d'inscription. Vous avez par contre une carte la veille du départ, une boussole, et il y a des livres disséminés sur le parcours. Si je dis pas de bêtises, il y en avait 15 cette année. C'est ça. 15 il y en a eu de plus en plus au fil des années qui ont pour but de vérifier que vous êtes bien passé au bon endroit et vous ramener une page du livre à la fin pour prouver que vous êtes bien passé par le tracé imaginé. Tu as un roadbook très détaillé en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les livres à trouver, tu dois effectivement suivre et je m'en suis aperçu à mes dépens, mais exactement le trajet présenté dans le roadbook. Tu dois t'écarter... Tu ne dois pas t'écarter de ce trajet. On va revenir dessus un petit peu parce que c'est vrai que c'est une mésaventure qui est arrivée cette année, mais c'est également une mésaventure qui avait coûté cher à un presque finisher de la Barclay il y a plusieurs années, où il avait fini en 60
heures et 3 ou 9 secondes. 6 secondes. Ouais. Mais en fait, il n'a pas été considéré finisher. Enfin, Lazarus avait dit qu'il aurait peut-être discuté de ça s'il était arrivé par le bon côté. Et en plus d'arriver 6 secondes plus tard, il était arrivé par le mauvais côté, ce qui, en plus, pour Lazarus, voulait dire qu'il s'était trompé, donc il ne l'a pas considéré comme finisher. Enfin, il n'a même pas discuté le... C'est ça. S'il avait fini une seconde avant, il ne l'aurait pas déclaré finisher parce qu'il n'était pas arrivé par le bon côté. Il n'avait pas suivi le tracé de la barre. Alors que peut-être que pour 6 secondes, s'il était arrivé par le bon suivi, il aurait pu le considérer comme finisher. Et juste pour terminer là-dessus, en 2024, il y avait 20 finishers au total depuis sa création, ce qui n'est pas beaucoup. Si on compte 40 par an depuis sa création, en fait, ça fait très peu. Je crois que c'est à peu près 1% de personnes qui arrivent à terminer la course. Il y a eu 19 hommes, dont le Français Aurélien Sanchez l'an dernier, et une femme cette année, la première. On reparlera un petit peu de ça dans l'épisode. Jasmine Paris, qui a été la première finisheuse cette année, à 99 secondes de la barrière horaire. T'aurais pu être le 21e finisher, mais pour cette fois-là, les choses ne se sont pas parfaitement alignées, comme ça peut arriver à plein de personnes sur les courses. On va en reparler, mais c'est pas passé très loin pour toi cette fois. Je te propose qu'on commence par le début de tout ça, et je voudrais déjà te poser la question, toi, si tu devais résumer comment tu t'es préparé pour cette course, comment tu t'es entraîné pour faire la Barclay 2024? Bah écoute, pour se présenter à la Barclay, il y a plusieurs compétences qui sont très importantes. Il faut avoir des qualités d'orienteur. Donc ça, j'ai envie de te dire que moi, ça fait un sacré moment que je me prépare à ce niveau-là. Il faut avoir un gros mental. C'est une épreuve de 60 heures difficile dans un environnement difficile. Donc c'est pareil, au niveau mental, j'ai pas fait de préparation spécifique parce que toute mon expérience sur les épreuves XXL depuis de longues années m'avait préparé à cette course, tu vois. Et physiquement, c'est une préparation qui était un peu spécifique parce qu'en fait, tu te retrouves sur des pentes extrêmement raides. Il n'y a jamais moment de repos sur une Barclay, c'est-à-dire que tu vas enchaîner des 500-600 mètres de dénive à 50%, 45%, 50%, et tu vas basculer dans une descente identique. Donc si tu veux, dans ma préparation, j'ai essayé de me trouver des pentes qui ressemblaient à ça. Donc dans les monts du Vaucluse, j'ai trouvé des radars qui étaient tout à fait adaptés. Donc j'ai fait quelques séances de dénivelé vraiment spécifiques, extrêmement raides, ce que j'avais jamais fait en fait. C'est-à-dire que sur des profils tord des glaciers, par exemple, c'est des cols plus classiques qui montent en lacet un peu moins raides, tu vois. Voilà, donc ça a été ça, et puis j'ai fait une semaine d'entraînement choc en Corse, 15 jours avant la Barclay, avec un trail du Ventoux pour finir. C'est ce que j'allais te demander tout à l'heure. Tu disais que ton calendrier de prof de PS faisait que des fois certaines courses étaient bien placées, d'autres non. Et il me semblait que la Barclay, c'était pas si bien placé dans ton calendrier. Mais au final, il y avait les vacances de février qui étaient 15 jours avant. Donc j'aurais bien aimé que la Barclay tombe à la fin des vacances de février, ce qui m'aurait permis d'y aller très tôt. Mais au final, c'était bien aussi comme ça, parce que du coup, j'ai eu un moment de récupération derrière cette semaine un peu choc, là, tu vois, et du coup, j'étais assez content de ma préparation, parce que je me suis rendu compte assez vite dans la course que j'avais des bonnes sensations et que le physique était là, quoi. En tout cas, toi, au départ, là, t'as l'air de dire que t'étais plutôt en forme et que ça s'était plutôt bien passé, la prépa. Ouais. Et je savais pas trop, parce que j'avais fait une grosse coupure après ma grosse saison de l'année dernière. Et puis j'étais tombé malade j'avais eu, je sais pas, Covid ou autre, mais pendant un mois, entre mi-janvier et mi-février, ça avait été un peu compliqué. J'avais réussi à continuer à m'entraîner, mais c'était pas top. Mais finalement, le dernier mois de prépa a été bon, et cette semaine encore, ça a été idéal, ouais. Quand il y a un aspect dont on n'a pas parlé là de suite, c'est l'aspect privation de sommeil. Quand tu sais que tu risques de ne pas dormir pendant de nombreuses heures, est-ce que tu mets en place certaines choses en amont, par exemple beaucoup de nuits, beaucoup de siestes, ou même l'inverse, te forcer à aller t'entraîner alors que t'as pas dormi? Non, alors tu te prépares pas à pas dormir, enfin tu t'entraînes pas à pas dormir, hein, c'est pas souhaitable. Par contre, tu peux stocker du sommeil. Donc c'est vrai que c'est très important les 15 jours avant une grosse course comme ça, de vraiment te faire des grandes nuits, voir des petites siestes. Donc c'est vrai que j'ai fait attention à ça. C'est-à-dire que je me suis couché beaucoup plus tôt le soir, et puis j'ai essayé de stocker un peu de sommeil. Après, il y a toujours le transport, tu vois, le transport avion qui va te mettre une petite dette de sommeil juste avant la course. Mais donc, ce qui est très important, c'est les 15 jours d'avant de vraiment beaucoup dormir. C'est ce que j'allais te demander, du coup, par la suite. Est-ce que tu as l'impression que le décalage horaire a été une gêne pour toi? T'as embêté ou pas spécialement? Et en fait, je me suis pas décalé. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur place le samedi soir pour un départ le mercredi matin.
Et en fait, on a tous, les coureurs, on pensait bien qu'il allait nous faire un départ de nuit. Et en fait, du coup, un départ heure française. Donc du coup, c'est vrai que les 3 jours qui ont précédé, j'ai pas essayé de me décaler et de mettre à l'heure du Tennessee. Je suis resté sur l'heure française, à me coucher à 20h, à 19h, 20h, à me lever à 4-5 heures du matin. Et en fait, du coup, ça a été parfait puisque la course a démarré à 5 heures du mat. Tu dis, j'ai oublié de le mentionner, mais tu dis depuis tout à l'heure on, parce que tu es parti avec quelqu'un qui t'a aidé sur les boucles, c'est ça, et les assistances quand tu revenais au camp? Ouais, en fait, c'est sur la Chartreuse Terminorum, Yannick était venu me faire l'assistance au tout dernier moment, j'avais pas prévu, puis en fait, ça a été un moment de partage hyper sympa avec lui. Et du coup, cette Barclay, on a eu envie de la vivre ensemble, et donc il est revenu, et c'est vrai que sur les grandes courses, les Thors, etc., j'ai jamais d'assistant. Je trouve que c'est très contraignant pour l'assistant, et puis ça, c'est pas forcément un gain énorme, donc mais là, sur une Terminorum, sur une Barclay, en fait, c'est hyper important parce que le timing est hyper serré. Et du coup, l'assistante fait vraiment gagner du temps, du confort. Et puis surtout, c'est un moment de partage avant, pendant la course qui est vachement chouette avec un ami. Et du coup, je dis on parce que cette course, on l'a vécue à 2. Ouais. Et puis ça rajoute peut-être une béquille mentale à un moment où si jamais c'est un peu difficile, c'est peut-être un autre support en plus à tous ceux que tu possèdes déjà. Ouais, c'est sûr que t'as ton pote qui est là, qui t'encourage, qui te remotive, qui prend soin de toi. Donc c'est vrai que c'est un plus, ouais. C'est un plus. Après, j'ai toujours des exemples aussi de coureurs qui ont comme assistant leur chérie, leur amoureuse, tu vois. Puis quand ils sont pas bien, ça peut aller dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tiens, je vais retrouver ma chérie, je crois que je vais abandonner, je vais rester dans ses bras, quoi, tu vois. Donc bon, il faut voir. Ça dépend du profil aussi, tu vois. À quoi ça ressemble les dernières heures de préparation pour toi sur la Barclay avant que tu prennes le départ? On va dire, parce que tu es arrivé 24 heures avant, 48 heures avant dans le parc. À quoi ça ressemblait vraiment tous ces derniers moments? Écoute, le dimanche lundi, donc la course démarrait le mercredi, dimanche lundi, on s'est baladé, on a fait de la rando, on a à peine couru, quoi, tu vois. Donc, on a fait le tour du parc, puisque tu as le droit de rester sur les sentiers, c'était autorisé. Donc, en fait, on a fait le tour du parc, comme ça permet de te rendre compte un petit peu de la nature de la végétation. Les sentiers en eux-mêmes, il y avait quelques kilomètres où je savais qu'on allait éventuellement passer dessus, donc c'est pas inintéressant de découvrir ça, tu vois. Donc le dimanche lundi, on a fait au total 50 bornes, tu vois, sur les 2 jours. Et puis le mardi, on s'est installé au camp, on a installé la tente, on a fait connaissance. Et là, c'était repos la veille, quoi. Mais ouais, c'était light quand même. Ouais. Et pas mal de lecture de cartes, par contre, du coup, le mardi. Alors, tu reçois la carte et le roadbook. Et effectivement, donc là, tu analyses tout, tu traces tout. Il y avait pas mal de Français cette année au départ. On était 5 Français avec des assistants. Donc du coup, tu échanges. Moi, les coureurs les Français qui étaient là, tu sais, c'est les scientifiques qui avaient tout analysé sur le net, tu vois, avec les photos aériennes, etc. Donc, c'était hyper intéressant de voir un petit peu leur analyse. Donc, du coup, on a pas mal échangé. Ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup aidé avant la course. C'est un truc que je voulais soulever avec toi dans cet épisode. Il y a souvent l'impression, en tout cas, par exemple, si tu lis le livre de Alexis Berg qui a été fait sur la Barclay, tu as quand même régulièrement ce profil scientifique, ingénieur, analyse de data millimétré qui ressort. C'est ce que tu viens de faire ressortir. Et toi, depuis le début de l'épisode, c'est pas ce que tu fais ressortir dans notre échange. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a gêné ou pas spécialement? C'est juste pas ton approche? Oui, voilà, c'est pas mon approche. Mais effectivement, quand tu lis Les Finisseurs, le livre de la Barclay, tu vois bien que c'est tous des scientifiques qui étudient tout et c'est vraiment un profil. Et je comprends. D'ailleurs, tu vois, au départ, je suis le seul à avoir la carte autour du cou. C'est-à-dire que tous les autres, ils ont appris la carte par cœur. Alors moi, je la connais très très bien aussi, mais je veux l'avoir avec moi pour vérifier, tu vois, des petits détails pendant la course, ça me gêne pas. De toute façon, en raid aventure, on a tout le temps la carte à la main, tu vois, donc au départ, ouais, je regarde et personne n'a la carte. Et pendant la course, parce qu'on est très nombreux au début ensemble, ils regardent quasi pas la carte. De temps en temps, ils la sortent un petit coup, mais de toute façon, les anciens, et c'est l'avantage d'avoir plusieurs expériences sur cette course, ils connaissent le secteur par cœur, en fait. Et à l'approche des nouveaux livres, en gros, ils ont le roadbook dans la tête, ils le connaissent par cœur, ils l'ont lu 10 fois, et de toute façon, c'est des têtes, hein. Donc tu vois bien, même Maxime Gaudouin, là, qui faisait pour la première fois, tu vois qu'il a bossé le truc pendant 1 an de folie, quoi. Il connaissait tout par cœur, c'était hyper intéressant de voir leur démarche. Moi, je suis pas du tout comme ça, je suis au feeling, et ça me va bien. Maintenant, forcément... Alors tu vois, il y avait une nouvelle partie cette année du parcours que personne ne connaissait. Et effectivement, là, j'étais moi hyper à l'aise par rapport à eux, parce que j'ai cette habitude
de trouver la bonne trace, etc. Du coup, j'ai parfois pris les rênes dans ces moments-là et ils me suivaient. Et du coup, ils étaient contents que je prenne les rênes à ce moment-là parce qu'eux, ils ne connaissaient pas cet endroit-là, quoi. Mais sur les parties qu'ils connaissent, bon là, laisse tomber, quoi. Moi, je me mettais derrière eux, je les suivais, quoi. Comment ça s'est passé pour toi, les boucles, on va dire 1, 2, 3 et 4 il y a eu des moments un peu difficiles, à part, on va revenir dessus, la fin de la 4. Est-ce que, de manière générale, tu as évolué de manière assez fluide? Écoute, la boucle 1, elle se passe vraiment bien, on est très nombreux. Il y a un super niveau cette année, on se retrouve à 15, parfois à 20, parce qu'à un moment donné, il y a un livre qu'on ne trouve pas, donc on est 20 à chercher. Donc on est pendant les 5 premières heures de course, tu vois, on est 15, c'est hyper confortable, j'essaie de prendre des repères. Physiquement, je me sens bien. Là, je trouve ça génial, le parcours est hyper aventure, c'est très raide, c'est compliqué, tu dois passer au bord de falaise, tu dois trouver des petits passages, il y a des ronces, enfin, c'est l'aventure, quoi. Tu as des arbres couchés, tu descends des belles crêtes, tu remontes le long de petits ruisseaux. C'est hyper intéressant. Donc vraiment, je prends un pied pas possible et je me dis, waouh, elle est géniale cette course. Et à un moment donné, il y a John Kelly là, qui est vraiment qui a fini pour la 3e fois cette année, qui prend le lead, qui accélère. Et là, j'ai des bonnes jambes, on se retrouve plus qu'à 5. Et donc, on finit le premier tour à 5. C'est hyper intéressant. Et là, je me sens bien. Et puis on part pour le 2e tour. Et puis là, la chaleur commence à... Tu vois, ils avaient prévu 13 maxi. Et puis on se retrouve avec des chaleurs de 25 en plein soleil, voire plus. Et là, on prend tous un petit coup de chaud. Et le 2e tour est... Je reste dans le groupe de tête, tu vois, il y a Jasmine Paris qui revient, donc l'écossaise, et là, elle souffre pas de la chaleur, et du coup, je fais ce 2e tour avec elle, et on est 5. Ce 2e tour, je suis un peu plus à la lutte, mais je me force à rester avec eux parce que c'est important que je prenne encore des repères. Voilà, et après, tour 3, je repars seul, parce que j'ai besoin d'un temps de repos, j'ai eu du mal à m'alimenter, j'ai fait un petit coup de chaud, donc du coup, je prends une pause supérieure et je repars seul. Et là, je fais tour 3, 4, 5 seul, et là, ça devient compliqué parce qu'en fait, même si je suis un bon orienteur, ça ne me sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que la carte est obsolète, il n'y a pas grand-chose dessus. Et en fait, ce qui est important sur la Barclay, c'est là que quand tu as de l'expérience, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu prends des marqueurs, tu prends des repères physiques sur le terrain, un arbre particulier, un câble au sol. C'est des points de départ qui vont te faire descendre une crête et pas une autre. Sur la carte, tu as une seule crête, dans la réalité, il y en a 10. Sur la carte, il y a un seul cric, un seul petit ruisseau. Dans la réalité, il y en a 10. Donc, si tu veux, si t'as pas le bon point de départ, si t'as pas le bon marqueur, eh ben, c'est ce qui m'arrive dès le début du 3e tour, en fait, c'est que j'ai pas repéré tout et très rapidement, je fais une erreur qui me fait perdre du temps. Les 2 gars qui étaient juste derrière moi me passent devant, donc j'arrive pas à les raccrocher. Bon, bref, je me retrouve seul, tour 3 et 4. Physiquement, ça va mieux, mon coup de chaud est passé, mais je fais plein de petites erreurs comme ça, qui me font perdre du temps sur l'avance qu'on avait prise sur les 2 premiers tours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu fais ton premier tour en 8h30, c'est un gain de temps. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dépasser les 12 heures de chaque tour. Puisque tu dois être en moins de 24 au 2e, en moins de 36 au 3e, etc. Donc du coup, je perds l'avance qu'on avait prise sur les 2 premiers tours, petit à petit. Et ce qui me met un petit peu limite, quoi. À la fin du 4e tour, tu arrives au campement, mais pas par le bon côté ou pas exactement comme il fallait, et tu dois repartir en arrière, c'est ça? Ouais, en fait, déjà, je viens de faire une erreur à nouveau de navigation. Je viens de perdre 40 minutes peut-être, tu vois, et du coup, je devais avoir de la marge pour repartir sur le 5e. Et puis, je descends cette dernière crête, et en fait, sur le roadbook, c'est bien indiqué que tu dois ensuite couper un ruisseau, prendre un sentier qui t'amène à la route. Et en fait, cette crête, t'as aucun repère de nuit. En fait, je la continue un peu trop longtemps, et du coup, au lieu de couper le ruisseau, je tombe direct sur la route, c'est-à-dire juste 100 mètres plus bas. Sauf que je suis avec une frontale et on est en pleine nuit. Et du coup, le campement est juste après. Et en fait, ils me voient, les organisateurs, Laz et Karl, là, me voient arriver sur la route et pas sur le sentier. Et du coup, je descends, etc. Je pense que, moi, je me dis, c'est bon, quoi, c'est pas grave, c'est juste 100 mètres, quoi. Mais non, ils me font la remarque, ils me disent, bah, écoute, Sébastien, tu n'es pas arrivé par le parcours de la Barclay. En référence à Gary Robbins, qui, lui, était arrivé, effectivement, lui, il s'était trompé, il était arrivé du mauvais côté de la barrière. Moi, je fais juste une toute petite erreur. J'arrive du bon côté de la barrière, mais j'ai pas coupé le ruisseau. Donc, ils me font refaire le truc. Donc, je repère 10 minutes à ce moment-là. Ok, mais en fait, c'est pas forcément cette erreur-là qui a fait que la 5e boucle était difficile, c'est toutes les autres petites cumulées, plus celle-là, c'est ça? Ouais, j'ai cumulé là sur tour 3, 4, 5. En fait, je cumule au moins 2h30 d'erreur, tu vois. Donc, c'est énorme, en fait. Je vais te poser la question au cash comme ça. Pourquoi tu repars sur la 5e boucle? Parce que j'y crois, en fait, tu vois. J'y crois parce que, justement, physiquement, ça va pas trop mal. Et en fait, j'ai fait des erreurs de navigation, d'orientation,
qui m'ont fait perdre du temps. Donc je me dis, c'est compliqué. Après, je suis pas sûr de moi à 100%, mais en fait j'y crois. Et je me dis, un tour, je viens de faire le 4e en 13 heures, mais avec beaucoup plus d'1 heure d'erreur, en fait. Donc je me dis, bon, bah écoute, on sait jamais, tu vois. Et donc je repars, je fais une transition express, les Français m'encouragent, me donnent plein de conseils, j'arrive à manger un peu, et donc je repars même en courant, en montée, parce que je me dis, bah allez, t'as plus rien à perdre, faut y aller, quoi. De toute façon, il faut tenter. Moi, de toute façon, je suis comme ça, hein, je vais pas... je lâche pas l'affaire. Tant qu'il y a une possibilité, il faut y aller, quoi. Oui, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. Des fois, sur le temps, tu as perdu 1 heure, 2 heures, 3 heures. En fait, tu sais pas ce qui peut se passer après, donc tu peux encore le rattraper, ça. Ouais, bah en fait, je suis dans l'état d'esprit d'une course chrono, sauf que là, c'est une course avec une barrière horaire, donc c'est un peu différent. On a l'habitude en course d'orientation de faire des courses au score avec une barrière horaire, etc. Donc, tu sais que là, il y a un horaire à ne pas dépasser. Donc, c'est la problématique. Le problème de la Barclay, c'est que si tu as perdu 2h30, elles vont te manquer à un moment donné par rapport aux 60 heures. Si c'est bien étalonné, tu vois, si on est ric-rac sur les 60 heures, et c'est le cas, puisque là, grosso modo, les finishers cette année, ils sont entre 59 heures et 60 heures. Donc, il y a vraiment très très peu de marge. Donc moi, voilà, les 2h30 perdues, elles sont de trop, quoi. De toute façon, une course avec 0 erreur, c'est pas possible. Même John Kelly, qui est un habitué, il fait quand même quelques erreurs, mais moi, 2h30, c'était trop. Ou Garrett. Jared Campbell. Ouais, Jared Campbell, c'est pareil. Alors, moi, je l'ai moins suivi. Du coup, j'ai fait aucun tour avec Jared, mais bon, il a fini pour la 4e fois. Il a certainement fait quelques erreurs aussi. Mais voilà, tu peux te permettre, vu qu'on était sur un temps sec, ce qui a permis d'avoir beaucoup de finishers, parce qu'il faut savoir, sur une Barclay, les pentes sont tellement raides que s'il se met à pleuvoir, ou s'il se met à avoir du brouillard, en fait, ça devient vite impossible. Donc ça fait 2 années, il y a beaucoup de finishers parce que le temps est sec. Mais on est ric-rac, tu vois, c'est pas des finishers avec 3 heures ou 4 heures d'avance. Est-ce que tu as eu l'impression que tu as vécu de grosses différences entre toi, ce que tu avais prévu, ce pourquoi tu t'étais entraîné, et ce que tu as vécu sur place, ou globalement tu as l'impression que ce que tu as préparé collait bien à ce qui s'est passé? Ouais, ma prépa physique était adaptée parce que c'était des pentes vraiment très raides. J'ai pas été surpris. J'ai été agréablement surpris. J'avais peur d'être déçu de ce mythe de la Barclay, en fait, de se dire bon ben non, c'est surfait, en fait. Mais non, en fait non, elle est pas mythique pour rien, cette épreuve, tu vois, en termes d'organisation, d'ambiance d'organisation, en termes de parcours, en termes de difficulté de parcours. C'est vraiment extrêmement difficile, et non, j'ai été agréablement surpris de me rendre compte que c'était vraiment difficile, tu vois, que c'est pas... Oui, il y a que 20 finishers, mais tu sais pourquoi. Du coup, là, j'ai l'impression que j'ai la réponse à ma question, mais est-ce que tu changerais quelque chose sur ce que tu as préparé si jamais tu voudrais y retourner? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux changer, ou pour toi, en fait, il faut juste que tu fasses, entre guillemets, moins d'erreurs durant la course? Ouais, voilà. En termes de prépa physique, je suis assez content de la forme que j'avais au départ. Oui, voilà. Moi, la clé, ce qui m'a manqué, c'est l'expérience de cette course. Donc là, maintenant, l'expérience alors, j'ai 1 année d'expérience. Il m'en faudra peut-être 2 ou 3 en fonction des conditions météo, tu vois. Mais je me dis que non, si j'ai la chance de retourner sur cette course, j'ai cette expérience-là qui va me permettre de gagner un temps fou. Des marqueurs que j'ai maintenant, des zones qu'il faudrait peut-être que j'analyse un peu avant, tu vois, sur des photos aériennes. Tu vois, j'ai les clés là pour repartir. Voilà, c'est 5 tours, parce que mine de rien, j'ai quand même pas été au bout du 5e, mais j'étais pas loin, il me manquait que 4 livres, tu vois. J'ai fait 11 livres sur le dernier tour. Quand je me suis rendu compte que je pourrais pas arriver, je serais arrivé entre 61 et 62 heures, tu vois. Donc là, je suis rentré au plus court, mais voilà, j'ai quasiment fait 5 tours. Donc du coup, j'ai vraiment une grosse expérience de certains lieux qui ont... Alors le parcours va peut-être changer l'année prochaine, il va peut-être encore le durcir. Mais bon, voilà, moi je sais qu'il y a des erreurs que je ferai plus. Et est-ce que l'envie d'y retourner, elle est là? Ouais, clairement, j'aime bien aller au bout des choses. J'aime bien... Cette course m'a beaucoup plu, l'ambiance m'a beaucoup plu, donc c'est vrai que j'aimerais bien retenter ma chance, c'est clair. Ouais. Pour les auditeurs qui ne regarderont pas la vidéo mais qui écoutent, Seb a le sourire et les yeux qui pétillent, donc je confirme que je pense que c'est un souhait. Est-ce que toi, tu as retrouvé des similitudes entre ce que tu as vécu dans la Barclay et dans la Terminorum, et ce que tu as vécu sur la Barclay et dans un Tour des Glaciers, par exemple? C'est des épreuves qui se ressemblent beaucoup, il y a quand même une spécificité particulière quelque part. La spécificité de la Barclay, c'est que c'est dur en permanence, en fait. C'est qu'il y a 0 moment de repos, où tu as 2-3 kilomètres 2 fois, quoi, mais c'est tout, quoi. Donc, en fait, c'est spécifique. Sur un Tour des Glaciers, il y a un enchaînement de cols très, très dur, il y a des passages ultra techniques, mais il y a aussi des moments où tu peux un peu te reposer mentalement et physiquement en étant...
la difficulté d'une Barclay, elle est mentale. C'est-à-dire que les descentes sont hyper compliquées, les montées sont hyper raides, donc tu es obligé de t'engager physiquement. Il n'y a pas de moment de repos. Une Terminorum, la similitude, c'est le format de course, tu vois, avec ces tours qui s'enchaînent, tu passes dans un sens, dans l'autre. Mais la Terminorum, en Chartreuse, il a beaucoup moins le droit de nous faire sortir des sentiers. Donc du coup, la Terminorum est plus proche pour moi d'un Thor, d'un trail classique. Parce que finalement, tu es beaucoup sur sentier, du coup, tu vas pouvoir avoir une vitesse de déplacement importante. Et la Terminorum est plus longue, hein, puisque tu dois faire, tu vas jusqu'à 80 heures. Alors qu'une Barclay sur 60. Une Terminorum 80, t'es vraiment obligé de dormir à un moment donné, de faire au moins une micro-sieste. Sur une Barclay, finalement, 60 heures, là, j'ai pas dormi, c'est jouable. C'est compliqué, mais c'est jouable. Oui, parce que du coup, c'est vrai que toi, t'as pas dormi du tout de la Barclay, alors que la Terminorum, t'avais fait quelques pauses. Ouais, écoute, sur la Terminorum, c'est vrai que j'avais de la marge parce que la météo était juste parfaite. Et donc, du coup, je m'étais autorisé 3 stops de 30 minutes, tu vois. Mais même une petite sieste flash sur le dernier tour. Là, sur la Barclay, c'était trop tendu, quoi. Et je pense que parmi tous les finishers, on était 7 à partir sur le 5e tour. Je pense que les 7, personne n'a dormi, ou peut-être 5 minutes max, quoi, tu vois. Mais donc ça, c'est une donnée... 60 heures sans dormir, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'est assez impressionnant. Et en fait, quand le parcours est exigeant comme ça, c'est faisable, quoi. Parce que dans les épreuves XXL, on a sommeil sur les moments qui sont un peu lancinants, tu vois. Ça peut être en kayak, ça peut être en VTT sur des pistes, ou sur des sentiers faciles à pied. C'est les moments où le sommeil te gagne. Mais finalement, quand tu es dans l'engagement physique et mental permanent en montée et en descente, finalement, t'as peu sommeil, en fait. Sur un Thor, tu dors, du coup? Clairement, ouais. Là, 5 jours, c'est impossible autrement, hein. De toute façon, sinon, tu finis par t'écrouler, quoi. Un Thor, alors attention, un Thor des géants, je crois quand même qu'un Franco Collet ou autre, ils dorment quasiment pas, mais c'est limite. C'est limite dangereux, même. Même en performance, je pense que sur un Thor des géants, s'accorder 2 siestes de 30 minutes, tu les regagnes. Sur un Thor des glaciers, c'est beaucoup plus long, il y a pas photo. Il te faut des cycles de sommeil d'1h30, c'est ce que je fais, moi. J'avais une dernière question sur cette Barclay qui est un peu moins centrée sur toi. Je l'ai vu dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Tu étais contre la barrière quand Jasmine est arrivée. Elle s'est effondrée quasiment sur tes pieds juste après. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand Jasmine arrive et que, en fait, déjà vous êtes à 1 minute, enfin vous êtes à 3 minutes et elle n'est pas là? C'est quoi ce moment? Tu peux nous le raconter un petit peu? Ouais, c'est un des moments sportifs des plus forts que j'ai jamais vécu, en fait, parce que ouais, déjà, je suis content d'être rentré, du coup, d'avoir coupé le parcours pour rentrer plus tôt, tu vois, pour pouvoir vivre ça, quoi. Déjà, ça m'a permis d'avoir une arrivée sympa, chaleureuse. Et puis j'assiste à l'arrivée de Jasmine. Si tu veux, personne n'y croit, hein. Personne n'y croit parce que elle est passée à la tour, qui est un point de repère, apparemment trop tard par rapport aux statistiques, et personne n'y croit. Mais elle a dû y croire, tu vois. Et elle a mis les bouchées doubles sur la fin, et puis on entend une rumeur. Ce qui est sympa, si tu veux, c'est que son arrivée, il y a une grande ligne droite sur route de 200 mètres, en fait, où tu la vois déboucher. Donc tout le monde regarde en bas, et puis il n'y a personne, il reste 3 minutes, et puis on entend du bruit, on entend un gamin, un mec qui s'agite, et là tu dis c'est pas possible, elle arrive, et puis tu la vois arriver en bas, et tu sais en fait qu'elle a le temps de toucher la barrière avant les 60 heures. Et là, ouais, là, il y a une centaine de personnes, si tu veux, et tout le monde... Alors moi, j'ai pas dormi depuis 60 heures, je suis un peu dans le coma, mais en même temps, je suis à basse... Enfin, je vis un moment... je me dis, waouh, c'est trop beau, quoi. Jasmine, moi, je l'ai suivie pendant les 2 premiers tours. Après, je la croisais. J'ai pu voir que c'était une athlète exceptionnelle. C'était sa 3e participation. Elle avait failli finir 4 tours l'année dernière. Elle avait fini la fun run la première fois. Donc, c'était assez incroyable. Elle avait vraiment le potentiel. Elle a déjà gagné des courses en Angleterre au scratch devant tous les hommes. Enfin, tu vois, sur des épreuves comme ça, de toute façon, je me suis rendu compte, moi, avec mes équipières de raid, il y a égalité, vraiment. Hein. Il y a égalité et que sur des épreuves hyper longues, même les femmes résistent vachement bien, quoi. Voire mieux que nous, quoi. Donc, du coup, cette arrivée de Jasmine, ouais, elle est trop belle, quoi. Elle est trop belle, c'est trop beau pour le sport féminin, c'est trop beau pour l'histoire de la Barclay. Je pense que ça a été une édition incroyable. Ça sera l'édition peut-être la plus mémorable grâce à ça, grâce à Jasmine. Et ouais, de vivre ce moment en direct, c'est juste, pour moi, un des plus beaux moments de sport, de tous les sports confondus des 10 dernières années, c'est clair. Sur les vidéos, moi j'avais l'impression que Laz était lui aussi satisfait de voir Jasmine apparaître. Il y a des gens qui ont le sentiment que Laz est là pour voir le moins de finishers possible, alors que moi j'avais le sentiment qu'il était juste là pour voir le plus de finishers qui le méritent possible, et qu'il avait cette satisfaction de voir Jasmine arriver. Je sais pas si c'est toi quelque chose que tu as vécu ou perçu.
Là, c'est difficile de cerner ses sentiments, mais je pense qu'il est subjugué, Moi, je pense quand même que... si tu veux, il trace pour qu'il y ait peu de finishers, pour que la course reste dans son esprit originel, tu vois. Mais je pense qu'il est content quand il y a des finishers. Si, je pense que quand il y a des finishers qui ont l'état d'esprit, qui le méritent, il est super fier de son concept, de sa course, et ça contribue à l'histoire de sa course et à son histoire. Donc je pense qu'il l'a vécu. Alors il extériorise pas son émotion, il reste dans son style, tu vois. Je le vois, il regarde sa montre, il regarde Jasmine, il regarde sa montre, mais tu vois bien qu'il se passe plein de choses dans sa tête. Et il avait dit qu'il pensait qu'une femme ne finirait jamais la Barclay, je crois qu'il l'avait dit. Et là, finalement, ça se déroule sous ses yeux. Et je pense que c'est un moment très fort pour lui aussi, et que c'est trop beau ce moment, ouais. Surtout de voir quelqu'un comme ça aller au bout de son effort, et que ça se passe bien, parce qu'elle aurait pu arriver 1 minute après, ça aurait été terrible. Là, ça se passe trop bien, quoi. C'est parfait comme scénario. C'est un film, quoi. Seb, je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses à mes questions. On va avoir, toi et moi, un tout petit moment d'échange qui va être réservé aux abonnés Patreon de Courir Mieux, mais je te propose qu'on conclue cet épisode déjà ici. Moi, j'ai adoré t'écouter, parce que je suis assez passionné par ces longs efforts. J'aime à peu près tous les efforts en trail, mais ces moments longs et ces moments d'aventure, j'adore. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à t'écouter raconter ça. En tout cas, c'est très inspirant et ça donne envie de partir en montagne cet après-midi. La première question que je voudrais te poser pour conclure, j'en ai 3 petites. C'est quoi ton objectif à long terme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait rêver? Alors, à court terme, tu m'en as parlé, d'ailleurs, tu pourrais peut-être le dire. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un objectif à court terme qui arrive bientôt. Oui, je voudrais faire le GR20 en mode express, un peu en autonomie complète, un peu comme j'avais fait les Alpes. Mais là, même, je porterai toute ma nourriture. Donc, dans l'idée, voilà, de faire un GR20 express, j'adore la Corse, j'adore ce sentier et ce GR qui est certainement l'un le plus beau. Et donc, fin mai, j'aimerais bien réaliser un GR20 Express. Je sais pas encore dans combien de temps, mais le plus vite possible, sans repos, oui. Voilà. Et tout à l'heure, tu as dit que si tu fais un Tour des Géants à 20 ans, tu n'as plus d'objectif. Un Tour des Glaciers à 20 ans, tu n'as plus d'objectif après. Et toi, tu as déjà fait 2 Tours des Glaciers. Est-ce que tu as encore des objectifs après, à long terme, dans ta carrière sportive, qui te font rêver? Ah, ouais, il y a plein de choses qui me font rêver, hein. Il y a plein de projets off sans dossard, tu vois, des belles traversées comme j'ai fait les Alpes. Là, je ferais bien une belle traversée des Pyrénées. Le GR34 en Bretagne m'attire beaucoup aussi, parce que je trouve que les paysages sont magnifiques. Donc il y a des beaux GR comme ça qui me font envie. J'ai envie de retourner sur le Tour des Glaciers, parce que cette course, j'ai encore des choses à faire dessus. Mais après, il y a beaucoup de courses en fait dans le monde entier, mais j'ai aussi envie de réduire mon empreinte carbone, donc c'est pas évident. Et puis j'avance dans l'âge, donc je sais pas combien de belles années à ce niveau-là je peux encore réaliser. Bon, je me prends pas la tête, je fais année par année, tu vois. Là, cette année, j'ai des beaux projets. J'ai la Swiss Peak 660, qui est vraiment une course qui m'interpelle et qui me donne envie, tu vois. Là, fin août, aller en Suisse et faire 660 km, ça va être trop bien, quoi. J'ai hâte, quoi. Voilà, donc il y a des beaux défis. J'ai encore envie de faire des raids d'aventure avec les amis. On a deux beaux objectifs de raid cette année, en France, et les championnats du monde en Équateur en décembre. Donc voilà, j'ai un calendrier bien rempli, et on verra pour 2022, on verra pour 2025, tu vois. Mais bon, déjà en 2024, j'ai des beaux projets qui vont me guider et me plaire. Et puis en 2025, peut-être 3, 4, 5 boucles dans un parc du Tennessee, c'est aussi une possibilité peut-être. Ouais, si Laz m'offre la chance d'y retourner, je pense que j'irai, ouais. Écoute, c'est souvent ce que je dis à mes élèves, et puis c'est vraiment ce que j'ai vécu moi, tu vois. C'est parce que j'aurais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui quand j'avais 20 ans, tu vois. Quand je tournais sur une piste de 400, j'ai envie de se dire, il ne faut pas se fixer de limite, quoi. Ne nous fixons pas de limite dans notre vie. Ça sert à rien, et il faut avoir confiance en soi et à ses possibilités d'évolution. Et j'en suis l'exemple parfait. J'ai pas de capacité physiologique surhumaine au départ, loin de là, et juste j'ai envie de faire des choses, et je les ai faites en ayant confiance. Et donc voilà, ayez confiance en vous et ne vous fixez pas de limite, ouais. Si je peux dire ça à tout le monde, voilà, moi je le répète tout le temps à mes élèves, en tout cas. C'est parfait comme message. Dernière mini-question, où est-ce qu'on peut suivre les aventures de Sébastien Réchon? Je suis pas très réseau social, mais bon, quand je poste 2-3 trucs sur Facebook et Instagram, voilà, ce serait bien pour mes partenaires que j'en fasse un peu plus. Je les remercie d'ailleurs de me soutenir, parce que ça a été assez récent. Et voilà, écoute,
Je mettrai les liens dans la description. Sébastien, encore merci beaucoup pour ton temps. On va avoir 5 petites minutes d'échange par la suite, mais déjà pour tous les auditeurs de cette partie-là, je te remercie énormément. Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de plonger dans l'entraînement de Sébastien Réchon pour ses formats de course XXL qu'il affectionne tant. À travers cet échange, j'ai découvert un athlète simple, très axé sur ses sensations et à l'écoute de ses envies et de son corps. J'ai aussi découvert quelqu'un qui approche l'entraînement pour ses courses titanesques avec raison, avec esprit et avec modération pour durer dans la pratique et surtout pour se faire plaisir. J'ai adoré écouter la vision de l'entraînement et de la performance de Sébastien. Et je suis sûr qu'il en a été de même pour vous. N'hésitez pas à le suivre sur ses différents réseaux car il nous réserve encore de belles surprises. À très bientôt pour un nouvel épisode.